Dear viewers, good evening. Chers followers, bonsoir. Président Christian Pendaikoka, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Serge. Bonsoir Emmanuel. Comment le président se porte ce soir? Oh, ça va. Un peu préoccupé par la situation, mais bon, la situation de tout ce qui s'est passé hier. Oui. Hein, mais bon, on travaille à avoir tout ça sous contrôle. C'est justement le sujet principal de notre rencontre de ce soir. Elle portera sur l'appréciation que vous portez sur les marches pacifiques qui se sont déroulées hier, 22 septembre 2020. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous poser comme première question, Président, la coalition nommée Force pour le changement, la paix et la démocratie au Cameroun, cette plateforme à laquelle le mouvement Agir Acte appartient, a lancé une série d'activités, parmi lesquelles des marches pacifiques, dont celle qui s'est tenue hier, 22 septembre. Avant de revenir sur cette marche d'hier en tant que telle, est-ce que vous pouvez nous restituer l'esprit qui a sous-tendu la mise en place de cette coalition et puis celui des actions à mener? Oui, Serge, je dois dire que la nécessité de mettre sur pied cette coalition provient du fait que les autorités camerounaises ont lancé, n'est-ce pas, la convocation des élections régionales, n'est-ce pas, dans quelques temps. Et nous avons perçu en cela une sorte de fuite en avant. Fuite en avant parce que ces élections, venant après celles de février 2020 que nous avons boycottées, n'allaient pas résoudre les problèmes fondamentaux, les crises structurelles auxquelles le Cameroun est confronté aujourd'hui, que ce soit la déliquescence économique et sociale que connaît notre pays, que ce soit l'aggravation de la pauvreté et de la misère, l'aggravation des inégalités, l'aggravation des injustices, et cerise sur le gâteau, n'est-ce pas, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela apparaissait clairement comme une fuite en avant. Pourquoi? Parce que nous disons, depuis les élections de février, et même avant les élections de février, c'est-à-dire les élections législatives et municipales, nous sommes en train de dire depuis un moment qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, qu'il est absolument nécessaire de résoudre un certain nombre de préalables, avant, n'est-ce pas, qui sont de manière à apporter des solutions définitives aux problèmes du Cameroun. Et je dois vous dire que nous passons le temps à les rappeler. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si on ne se retrouvait pas devant, n'est-ce pas, une crise, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui est en train de menacer le Cameroun d'implosion. Et en tant que mouvement d'influence de la société civile, j'ai souvent eu à rappeler que nous sommes un mouvement transpartisan. Nous n'appartenons pas à une chapelle politique précise. Bien entendu, nous avons dans notre manifeste la possibilité de signer des conventions de partenariat avec les organisations politiques ou apolitiques dont les idéaux convergent avec les nôtres d'une certaine manière. Et c'est ce que nous avons fait avec le MRC à l'occasion de l'élection présidentielle. Nous avons soutenu son candidat parce qu'il nous paraissait être porteur
à la fois de conviction, de détermination et d'engagement pour le changement que nous souhaitions pour le Cameroun. À ce titre, le mouvement Acte Agir, n'est-ce pas, invite généralement à y adhérer les gens de toutes les chapelles politiques. Et la situation qui prévaut aujourd'hui devrait nous amener à aller au-delà de nos affiliations particulières, de nos sensibilités particulières, qu'elles soient politiques, partisanes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient même idéologiques. Nous sommes là face à une situation qui nécessite un sursaut collectif, n'est-ce pas, par rapport à notre pays. Un sursaut national. Un sursaut national. Quand je vois la manière dont la société camerounaise est fracturée selon les clivages ethniques, j'en suis pas fier. Quand je vois que l'idéal républicain, le rêve républicain, qui devait animer ceux de nos ancêtres, parents, grands-parents, qui se sont dit qu'ils vont fonder, qu'ils vont faire ce pays, n'est-ce pas? J'en suis pas fier. Et quelque part, mon combat est vraiment d'être porteur, de continuer à être porteur de ce rêve républicain, où nous serions tous enfants de la même République, et nous serions tous frères et sœurs, n'est-ce pas, au nom de cette République. Or, le pays est aujourd'hui totalement fracturé. Et il est fracturé de jour en jour. Vous voyez, même lorsqu'il y a des événements comme les marches que vous avez suivies, vous voyez qu'il y a des discriminations qui se font, il y a une sorte de délit de faciès. On pourchasse les gens, il y a une sorte de chasse aux sorcières sur le délit de faciès. J'ai peur qu'on aille vers une sorte de rwandinisation de notre pays. Vous voyez? Et s'il y a encore quelques âmes, quelques âmes de bonne volonté, quelques hommes et femmes de bonne volonté, à se battre contre cette tendance, il faut que ces hommes et ces femmes de bonne volonté se lèvent pour aller contre cette dérive. Et je pense que c'est dans cet esprit que nous avons décidé de participer à cette coalition, parce que nous pensons que parmi les préalables qu'il y a avant de faire une sorte de fuite en avant pour des élections, nous devrons restaurer la paix et la réconciliation nationale au sein de notre pays. Et cette paix et cette réconciliation nationale passeront d'abord par un cessez-le-feu au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour créer des conditions de réconciliation et de paix. Ensuite, la libération des prisonniers politiques dans ce cadre-là, dans ce contexte. Il faut libérer les prisonniers politiques. Ça va renforcer encore la situation de paix et de réconciliation nationale. Vous savez, on demande à M. Biya depuis un moment, depuis pratiquement le début de ce conflit, la communauté internationale les exhorte à organiser un dialogue inclusif. Il vous souvient que moi-même, dès l'orée de cette crise, c'est-à-dire que vers janvier 2017, c'est-à-dire 2 mois après l'éclatement de la crise du Nozo, j'ai fait un article en disant la crise anglophone, intitulé La crise anglophone, une opportunité unique pour bâtir un leadership et des institutions inclusives, des institutions politiques inclusives. Et où j'exhortais les autorités à organiser un dialogue inclusif et franc et sincère, qui n'ait aucune ressemblance avec ce qui s'était passé à Fumban en 1961. Et dans le cadre de ce dialogue inclusif, que d'ailleurs mes alliés politiques, c'est-à-dire le MRC et d'autres, auxquels ils ont également
appelé les autorités, on disait que dans le cadre d'un tel dialogue inclusif, on débattrait alors des problèmes qui semblent être la cause fondamentale, n'est-ce pas, des maux du Cameroun, la cause fondamentale de l'impasse dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui, la cause fondamentale de la régression économique et sociale que le Cameroun connaît aujourd'hui, la cause fondamentale du fait que les institutions politiques actuelles ne parviennent pas à apporter des réponses appropriées aux besoins et aux aspirations des populations. Et il s'agissait de voir une forme de l'État qui soit beaucoup plus appropriée à cela, afin d'éviter l'État tel que nous le connaissons, des institutions politiques telles que nous les connaissons aujourd'hui, qui sont caractérisées par une concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu, sans système de contre-pouvoir. Il nous fallait aller vers une forme d'État, une forme d'institution où les pouvoirs politiques soient mieux répartis entre l'État central, les régions et les communes. Là, on y va encore, on nous parle d'élections régionales, mais c'est encore une espèce de top-down. Ce n'est pas fait de façon participative, ce n'est pas fait de façon inclusive, c'est encore un processus qui est totalement exclusif. C'est-à-dire qu'il va exclure une bonne partie de la population et on n'y sera pas. Et ça, c'est absolument dangereux. Et au cœur de ces institutions politiques, vous savez qu'il y a le processus électoral qui est l'objet de grandes controverses. Là, nous ne sommes même plus dans la question de réclamer le hold-up électoral et ainsi de suite. Nous sommes dans le problème, la résolution d'un problème fondamental, structurel, qui reviendra constamment dans les années à venir s'il n'est pas résolu aujourd'hui. Et nous le faisons plus pour nous, le faisons pour les autres générations, pour qu'ils puissent avoir un héritage, n'est-ce pas, institutionnel, qui soit véritablement à l'épreuve du temps, qui soit à l'épreuve des crises et des crises multiformes. C'est-à-dire disposer d'un processus électoral qui ne soit pas sous le contrôle d'un seul individu, n'est-ce pas, verrouillé pour le bénéfice d'un seul individu, mais que ce soit un processus électoral transparent, crédible et fiable, qui permette aux Camerounais d'élire librement leurs dirigeants à tous les niveaux, niveau central, niveau régional, niveau communal, n'est-ce pas, d'élire librement leurs dirigeants et que ces dirigeants leur soient comptables, comme pour dire le terme anglais accountable, qu'ils soient comptables devant les électeurs et qu'ils puissent être évalués périodiquement, mais alors de la manière la plus transparente, la plus crédible et la plus fiable possible. Cela non seulement va contribuer à accélérer le développement, ça c'est sûr, mais ça va également permettre d'apaiser, parce que quand quelqu'un est sorti des urnes de cette manière, on n'a pas tendance à remettre en cause le processus. Et donc là, je vous donne le mobile, n'est-ce pas, de notre soutien, de notre appartenance, de notre adhésion à cette plateforme. Voilà. Président, on va retenir de ce que vous venez de dire que le premier palier, c'est celui de la paix et le second palier, c'est celui de la refonte de nos institutions. Absolument. La marche d'hier fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme vous devez vous en douter. Parce que cette marche a été le théâtre de très nombreuses exactions commises par les forces de défense et de sécurité. À date, on a plus de 500 arrestations avant, pendant et après les marches. Il y a eu de nombreuses violations physiques et psychologiques sur des citoyens qui, finalement, n'exerçaient qu'un droit constitutionnel, celui de manifester et d'exprimer une opinion. Quel est votre sentiment un jour après ces événements? C'est un sentiment de grosse déception, parce que vous savez que au cœur de la stratégie d'agir, il y a le fait que nous croyons qu'un pays, que les êtres humains ne peuvent s'émanciper pleinement dans un pays que s'ils jouissent de leurs droits
et de leurs libertés fondamentales. Liberté d'entreprendre, liberté de réussir, liberté d'échouer et de recommencer, liberté de croire, liberté d'aimer, ainsi de suite. Au cœur du mouvement de la dynamique d'agir, il y a cette conviction que celles des êtres libres sont capables de s'émanciper, sont capables de se développer. Voilà pourquoi agir, si vous voulez, tout en restant un mouvement d'influence de la société civile, accorde une importance capitale aux conditions institutionnelles politiques qui sont susceptibles de promouvoir et de garantir ces libertés. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, le deuxième point, c'est quoi? Qui fait l'objet de ma grande déception, qui a fait toujours l'objet de ma grande déception, et je dirais même de mon éloignement, de ma dissension avec M. Biya, c'est que si vous vous souvenez, il y a 30 ans, M. Biya répondait à un journaliste français, Yves Mourouzi, qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui comme du président qui aura apporté la démocratie et la prospérité à ses compatriotes. Naturellement, nous n'avons pas besoin d'être partisans pour voir qu'aujourd'hui au Cameroun, au lieu de cela, c'est les actes opposés. La misère, il y a la misère et la pauvreté. Et ensuite, il y a une tyrannie, il y a une violation permanente des droits et des libertés. Il y a une violation permanente des espaces de liberté dans un État qui est devenu en fait un État voyou, un État gangster, avec deux mots principaux, la gangrène de la corruption et la gangrène de la division, les divisions claniques. Est-ce que nous pourrons, si ces deux mots ne sont pas remédiés, nous aurons beaucoup de mal comme pays à construire un projet de société, surtout ces termes hypocrites que nos responsables utilisent bien souvent comme des slogans, une société où les citoyens pourraient bien vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble. Ce sera impossible. Et c'est une lutte qui m'engage moi personnellement, qui engage ma détermination à me battre. Parce que je ne vois pas comment, quelle société nous serions en train de construire si nous n'éradiquons pas les haines claniques, interclaniques. Si nous n'arrivons pas demain à construire une société où on connaît le brassage de toutes les composantes ethniques de notre pays, où ce soit surtout les rêves républicains, je vous le dis très souvent, que tous ceux qui ont eu à travailler avec moi comme collaborateurs, je les ai toujours perçus et ils me connaissent comme des frères au nom de la République, des sœurs au nom de la République. Je vous ai cité l'autre jour le cas de Abba Abba et Gilles Roger Bellinga, qui lorsque j'arrive au CED, je suis arrêté, ils sont totalement étonnés de me voir là arrêté parce qu'ils me connaissent. Et Gilles Roger Bellinga, qui avait été mon collaborateur à la SNI, je l'avais d'ailleurs envoyé surveiller le chantier du Hilton. Ensuite, il est revenu à la SNI et on l'a envoyé comme directeur général à la Société immobilière du Cameroun. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'était mon collaborateur, c'est moi qui l'avais envoyé surveiller le chantier. Quand ils me voient, ils sont complètement étonnés. Et Gilles Roger Bellinga m'envoie, n'est-ce pas, le gel douche, l'eau, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous avons gardé ce genre de rapport. Toujours. Ça, c'était ma marque. Mamadou Mota, Amadou Bamouke, Olangena, et ainsi de suite. Zogo Andela Achille, n'est-ce pas, ce sont mes frères au nom de la République. Mes frères au nom de la République. C'est comme ça que je vois ce pays-là. Je ne le vois pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc,
lorsque nous sommes dans cette situation, ça devient difficile. Mais je dois vous dire que ce qui s'est passé hier est plutôt quelque part réjouissant. De voir que face à cet arsenal répressif, à cette barbarie, n'est-ce pas, empêchant les marches, à cette menace, que des gens se sont quand même levés pour dire non, on va marcher. On va marcher. Il y en a marre. Ça veut dire que un vent nouveau est en train de souffler. Le peuple a pris conscience de sa place dans cette société. Le plus scandaleux, c'est de voir comment des chars vont bloquer l'entrée de Maurice Kamto, l'entrée de sa résidence. Vous voyez ce que je veux dire? L'empêchant ce faisant de pouvoir marcher. Dans notre, il était question qu'on le fasse pratiquement ensemble. Naturellement, si vous êtes bloqué de cette façon, c'est absolument impossible que je le rejoigne, comme ça devient impossible qu'on puisse faire quoi que ce soit. Comprenez? Et ça, c'est extraordinaire. Mais la veille, vers minuit, 1h du matin, je commence à vous envoyer des messages parce qu'il m'appelle pour me dire, est-ce que tu vois un peu ce qui est en train de se passer chez moi? Il était 1h du matin, d'ailleurs je dormais déjà, c'est Maurice qui m'a réveillé, qui me dit, mais est-ce que tu vois un peu ce qui est en train de se passer chez moi? Je dis non. Il me dit, mais voilà, des gens sont venus, tu vois les jeunes Ben Skinner qui sont souvent devant chez moi, qui sont des volontaires qui ont décidé de me garder, mais la police est venue les pourchasser et elle est même montée sur le crâne d'un des enfants, sur le corps d'un des enfants. Et là, je suis étonné. Je fais un appel à Fouguet et je me rends compte que Fouguet est déjà sur place. Et les enfants sont déjà d'ailleurs en train de le dire. Quand je me mets sur Facebook pour voir ce qui se passe, Fouguet me dit, bon, je suis là, mais ça va aller. Il croit que ça va aller. Mais en fait, ça se terminera par son interpellation. Avant la marche. Comprenez? Avant la marche. Et d'ailleurs, les gens ne se rendent pas compte que c'est une des raisons pour laquelle les gens étaient un peu perdus, n'est-ce pas, c'est que, voilà, il y a des responsables qui ne pouvaient plus se trouver là, mais ils ne savaient même plus comment ça allait se passer. Et voilà. Et donc, quand vous voyez ce genre de barbarie, vous voyez la promesse de M. Biya, faite il y a 30 ans à ses compatriotes, vous voyez comment cette promesse de démocratie est plutôt convertie en barbarie, convertie en tyrannie, convertie en répression. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais par contre, lorsque vous mettez des chars devant un leader de parti politique, c'est une victoire pour ce leader. C'est une victoire pour ce leader de parti politique, premièrement. Et deuxièmement, quand, malgré cet arsenal répressif, les gens se lèvent quand même pour marcher, c'est encore une autre victoire. Et comme je l'ai dit, n'est-ce pas, c'est désormais une amorce, c'est l'amorce d'une dynamique irréversible. C'est une étincelle qui fait l'incendie, c'est un affluent qui fait le fleuve. Il y a des instants où l'histoire donne rendez-vous à un peuple. Et je pense que là, l'histoire nous a donné rendez-vous. Et il appartiendra à notre génération de le comprendre et d'y entraîner nos jeunes frères et sœurs, n'est-ce pas? Parce que quand le moment est venu, il est venu. This is a defining moment. And we have this rendezvous with history. And I think the moment has come for we people to stand up for that freedom, to fight against that tyranny, and for the emancipation of our compatriots and of the people. Thank you. Thank you, Mr. President. The current situation in Cameroon raises the question of population relationships to their fundamental rights.
We can read here and there comments that glorifies the ongoing repression, numerous violations of human rights, stigmatization and exclusion. What is your perception today of the Cameroonian society and what are its contradictions? Yeah, thank you for this question, Serge. I was really amazed by hearing some people celebrating the violence. I know the security forces were actually exercising on the people. Yeah. Yes. Yeah. And this is quite understanding, because those are people who have been zombified for so many years. They have been clearly politically deconscientized, and they're just behaving like animals, and that's why you can find this kind of behavior. But I was really amazed, because this fighting, this struggle for freedom, this struggle is for them. They are the main beneficiaries of this freedom. And you can realize that they don't even realize that this fighting is for their own benefit. And this is really strange. They cannot understand. Because all along, for almost 40 years and even more, what the Biya's regime has done is to kind of politically deconscientize people. So they have no more conscience. And they are not, aware of what is going on, to the extent of celebrating, violence, exercised by policemen on the people, on their own compatriots. They don't even realize that this kind of violence can also turn against them. The level of the conscientization even the multiform elite of the country has reached. Because, as I used to say, Mr. Biya could not have carried out this kind of undertaking for almost 40 years without the complicity of the multiform elite, including, political elite, business elite, intellectuals, academicians, and even men and women of faith. You see what? Yes. And even the traditional chiefs. You know my point of view about this. Yes. So it's almost clear that for me, Mr. Biya to have succeeded to be there for 40 years, exercising this kind of violence on the people, exercising this kind of dictatorship on the people, he could only have done that with the complicity, with the collusion, of the elite, and this multiform elite, as I've described it. And this is the case. And now, because the people have suffered so much, they have realized that they should take their destiny in their own hands, and time has come for them. And now they're standing up, they're raising up, for their own rights. And that's why I'm saying that this dynamics that we have witnessed yesterday is a kind of irreversible moment. This is a defining moment. It's not going to stop anymore. It's a kind of reversible dynamics. And we see, because only a small spark make a fire, and only an affluent make a river, And this is exactly what you're observing now. And clearly, when you compare this amount of arsenal of repression that we have witnessed yesterday, and you can again see that people standing up for their right. They went out to really voice out their concerns about enough is enough. You believe me, this is a dynamic. It has been triggered, and there's no reversion about it, and it's going to continue. And that's why I will say what you have witnessed yesterday is a success. And also, as I'm telling you, you just cannot understand why Mr. Biya has called CRM a small party. And you just cannot understand why this small party is mobilizing so many people, so many security forces, so many weapons of war, just, in front of the gates of the residence of my friend, brother, Maurice Kamto. Why is the reason? A small party has really destabilized you to the extent to put this kind of, weapon of, I will call them weapon of massive destruction, weapon of mass destruction in front of the house, in front of the residence. The guy is weaponless. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. The people are there naked hands, and you're mobilizing this kind of thing. So it's a victory for this political leader. This is what I can tell you.
Yes, Mr. President, we are at a turning point of our history. The ongoing situation in Cameroon is deeply marked by what we have in Nosso and in the far north region, not even to talk about the social and economical crisis affecting the whole nation. What are the tenets of the new Cameroonian society according to your movement at AGI? But as I'm telling you, we believe that the root cause of the current situation, while we have actually come across all those crises, you call it economic crisis, social crisis, but even political crisis, because you are dealing with what I have called a noticed political regime. You know, autist. Once someone is autist, he's just living within his own bubble. He's living in his own box. It's not connected with the outside world. And this is Mr. Biya's type of leadership. His autist is deaf. He is really plagued with a kind of myopia. So he's not even seeing what is going on around him. So you can see, and the only way to check this kind of man is to have a kind of check and balances kind of political institution, because otherwise, it's long time ago that the man would have been sacked out. Definitely. But when you have this kind of current political institution, where all the political powers are really concentrated in the hands of a single individual without a system and check and balances, so then you have no way it can be checked. It has concentrated the executive power in his hands. It has concentrated the legislative power in one's hands. It has concentrated judiciary power, every power, even information and so on and so forth. So how? So that's why we are saying that. And because he's a noticed guy, because he's plagued with myopia, he's not even able to see what is going on the field. He was not able to see what is going on the southwest and the northwest regions. You know, for 4 years, a simple strike that started with the claims and the grievances of lawyers and teachers, has escalated over 4 years to become, an armed conflict, claiming more than 3,000 deaths, more than 300, villages burned down, and 1 million persons displaced internally and externally. How someone can do that? And the whole world has been urging Mr. Biya to organize an inclusive dialogue so that getting people around the table, not only people siding with him, but also the separatists, people who does not agree with him. This is what you call dialogue. A dialogue is not with the people who are siding with you, the people who are agreeing with you. No. Then if you are sitting down, you are sitting around the table with people who are going to consent with you, who are going to make you salam alek, then there's no more dialogue. A dialogue should be organized between people who are not agreeing with you. You're in a kind of dissension. Then you're going to talk about the real issue of the country and to reach a kind of consensual solution. This is what we are saying. You see, that the man should organize an inclusive dialogue. But from now, what I'm seeing now, I will tell you frankly that I don't see anymore Mr. Biya at this age being able to organize this inclusive dialogue. And I mean, let's put it frankly, at this age, what do you people expect from him at this age? What do you people expect from him? For anyone, any ordinary human being who has spent about 40 years in power, isn't it normal for him to say, okay, I've done my share. I'm going to resign, I'm going to rest, and hand it over to some other one? We have reached a kind of political leadership crisis. Let's call a cat a cat. Yeah. Let's call a cat a cat. All the kind of micmac people are doing with cosmetics, it's not going to change the fact of age. It's not going to change it. This is biology, Of course, I can die now, but it will not be biology. But by the fact of biology, we know what it is. Understand? And this is it. And there is nothing we can change on that fact. We are going from now on, we are going to, to be in a kind of turmoil because of this leadership crisis.
And I will just ask you from now on to ask, where is Mr. Biya? Because to be able to really wield power, to be able to rule a country as Cameroon, it required you to be permanently active and present. Permanently active and present. You still remember what's happened during the outbreak of COVID-19? Yeah. You know, during the outburst of COVID-19, what happened? You know, the whole world leaders, chief of state, chief of governments, were in the forefront. They came in the forefront to mobilize their own country, to fight against this kind of invisible foe with the associated devastating effects. Mr. Biya was absent. He was like a deserted general in the battlefield. You see what I mean? And this was it. And this was it. And from now on, this is my belief. And this is my conviction. I worked there. I was his advisor. He was on the third floor. I was on the second floor. I know exactly what is going on in terms of age. I know how he can react now. And let it be no doubt about this one. Let it be no doubt about what I'm saying. We are going now in a kind of turmoil, reflected by this is what is reflected by this kind of leadership crisis with kind of infield political fightings, and this is very serious for the country. And I hope Cameroonians do understand what is going on, and that they are going to again come out, because this can be a much more worse scale than what people can imagine actually. Thank you, Mr. President. Je voudrais quand même revenir sur le tweet que vous avez commis aujourd'hui. Avec votre permission, je vais le lire pour nos viewers. D'accord. Vous dites dans ce tweet, les marches du 22 septembre 2020 sont l'amorce d'une dynamique irréversible contre la tyrannie et pour la quête de nos libertés. Une étincelle fait l'incendie et un affluent le fleuve. Quand le peuple s'éveille, c'est le crépuscule des prédateurs. C'est cette dernière partie du tweet qui m'interpelle. Une étincelle fait l'incendie et un affluent le fleuve. Quand le peuple s'éveille, c'est le crépuscule des prédateurs. Président, quel est le message que vous voulez délivrer à travers ce tweet? En fait, ce que je veux dire, Serge, à travers ce tweet, c'est que véritablement, quand un peuple s'élève, quand un peuple a pris conscience de son rôle, de sa souveraineté dans le jeu politique, quand il a pris conscience que son destin dépend de lui-même et rien que de lui-même, et que son devenir dépend de lui et rien que de lui-même, et qu'à un moment donné, il y a une sorte de maturation qui doit se faire mentalement, vous voyez, qui doit se faire mentalement pour arriver à faire en sorte que vous arrivez comme conclusion, comme je vous dis souvent, pour la devise du samouraï, que la mort est plus légère que la fleur du rosier. C'est-à-dire que la mort est déjà plus légère pour moi, n'est-ce pas, que de vivre dans l'esclavage, que de vivre dans l'humiliation. C'est-à-dire que vous aviez des jeunes gens qui donnaient l'impression que non, j'en ai marre de vivre cette humiliation. J'en ai marre de vivre dans cette aliénation. J'en ai marre. Vous savez, quand quelqu'un arrive à un sentiment qu'il faut me battre, parce que mieux vaut mourir que de continuer à vivre dans cette espèce d'humiliation, de continuer à vivre humilié, de continuer à vivre piétiné, il a atteint le stade d'un être humain normal. En revanche, ceux qui sont en train de massacrer les gens, d'utiliser cet arsenal répressif, je dois vous dire que ce sont des sauvages, ce sont des prédateurs. Ils n'ont pas encore atteint le stade d'homme civilisé. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Parce qu'en réalité, un homme civilisé ne peut pas faire ce qui s'est passé hier, je veux dire. Un homme civilisé, naturellement, quand je parle des hommes, j'embrasse en même temps les femmes. Je veux dire, un homme ou une femme civilisée ne peut pas. Ça, c'est des comportements
d'animaux Bestiaux. bestiaux. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez une scène que vous avez pendant, c'est-à-dire, on a arrêté des gens qu'on fait asseoir, des Camerounais, c'est-à-dire des Camerounais, arrêtent d'autres Camerounais qu'on fait asseoir, on les oblige à chanter, d'autres, on les déshabille, on les piétine. Je veux dire que, regardez cette scène. Je ne voudrais pas parler de George Floyd et ainsi de suite, mais c'est des scènes inhumaines. Quand les gens sont capables de faire, des compatriotes sont capables de faire cette scène à leurs compatriotes, ils sont à quel stade d'évolution mentale? Non, ils ne sont pas encore entrés dans la civilisation. C'est encore des sauvages. Et c'est donc des prédateurs. C'est pour ça que j'ai dit, comme le peuple lui se lève, comme le peuple s'éveille, comme la conscience du peuple s'éveille, c'est le crépuscule des prédateurs. Voilà la raison de, n'est-ce pas, la fin de ce tweet que j'ai fait aujourd'hui. Merci, Président. De toute évidence, ce n'était qu'un démarrage, la journée du 22 septembre, si on s'en tient à l'esprit de la plateforme que vous avez mise en place. En attendant les autres articulations de ce qui est prévu dans le cadre de cette plateforme, est-ce que vous avez un dernier mot pour vos viewers ce soir? Ce que nous devons continuer de faire, c'est toujours ce que nous avons fait. Et je vous remercie vraiment de m'avoir accompagné toujours dans cet exercice constant d'éveilleur de conscience. Parce que c'est vraiment un exercice d'éveilleur de conscience. On peut demander très souvent, mais pourquoi je fais ça? Mais moi, je suis tellement attaché aux libertés. Et vous qui êtes avec moi dans le mouvement Agir, vous savez combien j'attache de l'importance aux libertés. C'est pour ça que j'ai cette expression, seuls des êtres libres peuvent se développer. Je n'ai jamais voulu, je ne vois pas. Je vous le répète chaque jour qu'on est ensemble. Les libertés, c'est les libertés économiques, c'est les libertés, c'est-à-dire les libertés économiques, les libertés sociologiques, ainsi de suite. Pour vous qui connaissez l'échelle de Maslow, l'échelle de Maslow, les gens sont d'abord en bas, il y a une sorte de besoins primaires. Lorsqu'on a garanti les besoins primaires, il y a un besoin d'appartenance, on veut appartenir à une communauté, c'est-à-dire le Cameroun, se sentir bien dans cette communauté, bien vivre. Il y a les besoins de sécurité, n'est-ce pas? Donc, en fait, les besoins primaires, ensuite les besoins de sécuriser ce que vous avez, les premiers besoins, il faut les sécuriser. Ensuite, le troisième besoin d'affirmation de soi, belonging, et le besoin d'affirmation de soi, self-esteem. Et ensuite, vous avez le dernier niveau. Alors, regardez comment c'est vertical. Et tout ça, c'est les libertés. Tout ça, c'est les libertés. Et je suis, vous savez, dans le Cameroun vers le 3e millénaire, quand vous voyez la dédicace que je fais pour le Cameroun vers le 3e millénaire, vous allez voir là-dedans que je dis, je remercie mes parents pour avoir respecté mon libre arbitre. C'est-à-dire que c'est quelque chose, j'ai été nourri à ça, respecter mon libre arbitre, ce que je fais également pour mes enfants et ce que je fais pour tous ceux qui m'entourent. Je respecte le libre arbitre, c'est-à-dire apprendre aux gens à être libres. Et je vous remercie beaucoup d'être à côté de moi pour continuer, parce que les gens ne se rendent pas compte. Quand nous venons dans cette émission, on prépare, c'est un travail d'éveil des consciences et qui va amener les gens à se rendre compte qu'ils ne sont pas des animaux, ils sont des êtres humains. Ils sont des êtres humains qui doivent être différenciés. Et s'ils ne le font pas, en voyant qu'ils sont des êtres qui ont une dignité en tant qu'être humain, vous allez voir qu'il ne sera pas difficile de passer de l'autre côté. Parce que si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un être humain avec une dignité, à ce moment-là, je porte un regard différent sur vous, toujours. Mais si je ne sais pas un seul instant que vous êtes un être humain avec une dignité, nous pouvons ressembler facilement à des animaux. Mais très facilement. Et nous allons avoir des comportements de prédateurs. Et en fait, c'est pour ça que vous voyez que les gens ont ce comportement de prédateur. C'est-à-dire que facilement, moi je ne peux pas être arrêté, comme nous l'avons été, ou comme vous savez.
mais on se met à nous maltraiter. Mais c'est étrange. Dans ce pays, on trouve ça normal. Qu'on arrête des gens, des hommes et des femmes, qu'on les fasse asseoir, des mères d'enfants, des pères d'enfants, ainsi de suite, des enfants, qu'on les humilie, qu'on ne sache pas qu'ils ont une dignité. C'est incroyable. Mais qui est capable de faire ce genre de choses, sinon un être qui n'a pas de conscience, someone who has no consciousness, someone who has no conscience, someone who has no conscience. Only someone who has no conscience and who has no consciousness and no conscience are able to kind of, have this behavior with some other one, some other alter ego, some other oneself. Only someone without consciousness and without conscience is able to do that, this kind of behavior. This is it. Thank you so much, Mr. President. Chers viewers, nous vous remercions pour votre aimable attention ce soir et nous vous rappelons que nous prenons rendez-vous avec vous pour le traditionnel Saturday Talk qui se tiendra samedi prochain. En attendant samedi donc, nous vous souhaitons de passer une bonne nuit. Président, merci beaucoup et bonne soirée. C'est bon.